Depuis les débuts de l'humanité, l'homme a dû apprendre à se protéger du réel par des filtres, des croyances, des illusions. Le monde, dans sa brutalité et son imprévisibilité, est trop difficile à affronter de manière frontale. Les mythes fondateurs des civilisations, les religions ou les idéologies politiques n'ont-ils pas avant tout servi à donner un sens rassurant à l'existence et à masquer une réalité souvent cruelle? Pourtant, cette protection psychologique a un coût. Plus nous nous éloignons de la vérité brute, plus nous risquons de nous égarer dans des décisions erronées, de répéter les mêmes erreurs, finalement, de sombrer dans la désillusion. Cette tension entre l'illusion et la lucidité traverse l'histoire. Les grands penseurs, de Socrate à Nietzsche, en passant par Montaigne ou Spinoza, n'ont cessé de rappeler qu'il n'y a pas de liberté possible sans un regard clair sur soi et sur le monde. Comme le montre Robert Greene dans son ouvrage Les lois de la nature humaine, chapitre 17, intitulé « Voir les choses telles qu'elles sont », nous restons profondément vulnérables à la distorsion du réel. Nos désirs, nos peurs, notre ego, nos conditionnements sociaux créent une barrière entre nous et la vérité. La problématique est alors évidente. Comment dépasser ces filtres subjectifs et affronter la réalité brute sans se laisser piéger par les illusions confortables? Greene propose dans ce chapitre une réflexion à la fois psychologique, historique et stratégique sur les causes de notre aveuglement, les conséquences destructrices de l'illusion, et les moyens concrets d'accéder à une perception plus juste. Ainsi, après avoir analysé les causes profondes de l'aveuglement humain, nous verrons les conséquences individuelles et collectives de cette cécité volontaire. Nous présenterons ensuite les stratégies que Greene propose pour cultiver une vision lucide, avant d'illustrer ses principes par des exemples historiques de clairvoyance et d'aveuglement. Enfin, nous réfléchirons à la portée existentielle et contemporaine de cette loi dans nos sociétés actuelles. Greene commence par un constat universel. L'homme ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il voudrait qu'il soit. Ce décalage n'est pas seulement une faiblesse individuelle, il s'agit d'une tendance anthropologique profonde. Pour comprendre pourquoi nous tombons si souvent dans l'illusion, il faut analyser plusieurs ressorts psychologiques. Notre esprit est traversé par des désirs intenses qui déforment notre vision du réel. Nous projetons sur les situations ce que nous espérons ou ce que nous craignons. Par exemple, un investisseur qui souhaite ardemment la réussite d'un projet financier sera tenté d'ignorer les signes de risque. De même, une personne amoureuse peut refuser de voir les défauts ou les manipulations de l'être aimé. La peur joue un rôle tout aussi décisif. Elle exagère certains dangers, nous pousse à voir des ennemis imaginaires, à interpréter des événements neutres comme des menaces. C'est la fameuse paranoïa politique que Greene a étudiée dans d'autres chapitres, l'incapacité à distinguer entre un risque réel et une projection issue de nos angoisses. Aucun individu n'est totalement libre de son époque, de sa culture ou de son milieu social. Nos valeurs, nos idéologies, nos traditions façonnent la manière dont nous percevons la réalité. L'histoire regorge d'exemples où des civilisations entières ont refusé de voir l'évidence parce que cela contredisait leurs dogmes. Ainsi, au XIXe siècle, de nombreux scientifiques rejetaient encore la théorie de l'évolution de Darwin, non pas parce qu'elle manquait de preuves, mais parce qu'elle ébranlait les croyances religieuses dominantes. Ce type de résistance montre combien la culture agit comme une lentille déformante. Elle sélectionne certaines vérités acceptables et en écarte d'autres. Un autre facteur central est notre incapacité à reconnaître nos erreurs. L'ego humain supporte mal la dissonance cognitive. Il préfère justifier une décision fausse plutôt que d'admettre qu'il s'est trompé. Greene insiste sur ce point. La plupart des illusions sont entretenues par orgueil. Un dirigeant politique, par exemple, peut persister dans une stratégie désastreuse simplement pour ne pas perdre la face. L'histoire militaire est remplie de batailles perdues parce que les généraux refusaient de reconnaître une mauvaise estimation initiale. Cet aveuglement par vanité est l'un des plus destructeurs, car il transforme une erreur limitée en catastrophe durable. Greene note que notre perception est souvent écrasée par le présent. Nous privilégions ce qui est immédiat, tangible, émotionnel, au détriment d'une vision plus longue et réfléchie. Cette dictature de l'instant est accentuée aujourd'hui par les réseaux sociaux, les médias en continu, la consommation accélérée d'informations. Résultat, nous sacrifions la lucidité stratégique au profit du plaisir instantané ou de la peur immédiate. Nous refusons de voir les tendances de fond, les dynamiques invisibles qui structurent pourtant le réel. L'illusion naît alors de notre incapacité à penser en termes de durée. Robert Greene insiste sur un point crucial, les illusions ne sont jamais neutres. Elles ne sont pas de simples fantaisies inoffensives qui nous aideraient à supporter l'existence. Elles ont des effets concrets, parfois dévastateurs, sur nos vies individuelles et sur les sociétés. Le déni du réel peut nous protéger à court terme, mais il finit toujours par se retourner contre nous. Greene distingue ainsi 3 niveaux principaux de conséquences, personnelles, collectives et psychologiques. Sur le plan individuel, vivre dans l'illusion signifie répéter les mêmes erreurs sans jamais en comprendre les causes profondes. Greene illustre cela par des portraits de personnes qui, refusant de voir la réalité de leur comportement ou de leurs choix,
sabotent elles-mêmes leur avenir. Par exemple, un entrepreneur obsédé par son idée géniale peut ignorer les signes évidents d'un marché saturé. Il s'entête, investit toujours plus, et finit par tout perdre. Son échec n'est pas dû à un manque d'intelligence, mais à son refus de voir les faits tels qu'ils sont. De même, dans les relations amoureuses ou amicales, beaucoup préfèrent maintenir une illusion plutôt que de confronter la vérité. On tolère des comportements irrespectueux, on justifie des absences ou des trahisons, car reconnaître la réalité ferait trop mal. Mais cette stratégie entraîne des souffrances bien plus grandes à long terme, rupture brutale, sentiment d'avoir été manipulé, perte de confiance en soi. La conclusion est claire, celui qui refuse de voir se condamne à revivre. L'illusion personnelle empêche l'apprentissage, elle transforme les erreurs en fatalité. À l'échelle d'une société, l'aveuglement est encore plus dangereux. Green rappelle que nombre de guerres, de révolutions ou de crises économiques sont nées d'une incapacité collective à affronter la réalité. Un exemple emblématique est celui de la Première Guerre mondiale. Les dirigeants européens, prisonniers d'illusions nationalistes et d'une foi aveugle dans la supériorité militaire, se sont engagés dans un conflit qu'ils pensaient court et glorieux. La réalité fut une guerre totale, longue et meurtrière, qui détruisit l'équilibre européen. Ici, l'illusion collective coûta des millions de vies. Un autre cas est celui des crises financières. En 1929, comme en 2008, les spéculateurs, les banquiers et les États ont refusé de voir les signes évidents d'une bulle. L'avidité, l'orgueil et l'aveuglement les ont poussés à ignorer la réalité économique. Lorsque l'illusion s'est effondrée, ce fut l'effondrement mondial. Green souligne, les illusions partagées sont les plus dangereuses, car elles créent une inertie collective. Plus un groupe est grand, plus il est difficile de contredire l'illusion dominante. Ceux qui osent dire la vérité sont traités de pessimistes, d'ennemis, voire de traîtres. Ce mécanisme explique la persistance des erreurs historiques. Au-delà des aspects pratiques, les illusions ont aussi un coût psychologique majeur. Elles génèrent une forme de désenchantement violent lorsque la réalité finit par s'imposer. Plus l'illusion a été forte, plus la chute est brutale. Un individu qui s'est bercé d'illusions sur son couple, sa carrière ou ses finances ressentira le jour de la désillusion, une colère intense contre lui-même, mais surtout contre les autres. Green explique que ce transfert de responsabilité est fréquent. Plutôt que d'admettre son propre aveuglement, on accuse autrui de trahison ou de malveillance. Ce mécanisme est encore plus fort au niveau des foules. Quand une population entière croit à une promesse politique illusoire, prospérité immédiate, rédemption nationale, sécurité absolue, la désillusion collective peut se transformer en haine, en ressentiment ou en violence. Les régimes autoritaires prospèrent sur cette mécanique. Ils alimentent des illusions massives, puis canalisent la colère née de leur effondrement vers des boucs émissaires. Ainsi, l'illusion n'est pas seulement une erreur de perception, c'est une source de souffrance et de violence. Green en tire une règle simple. Plus on s'éloigne de la réalité, plus le retour du réel sera douloureux. Après avoir identifié les causes de l'aveuglement et mesuré les conséquences destructrices des illusions, la question centrale demeure. Comment s'en protéger? Est-il possible de développer une discipline intérieure et des outils concrets pour voir les choses telles qu'elles sont, même lorsque la vérité est inconfortable? C'est ce que Robert Greene propose dans la 3e partie de ce chapitre, en définissant plusieurs stratégies pour cultiver la lucidité, le doute méthodique, l'observation détachée, la maîtrise émotionnelle et l'élargissement du regard par l'histoire et la complexité. Robert Greene n'est pas seulement un analyste des illusions humaines, il propose également des outils pratiques pour les dépasser. Pour lui, la lucidité n'est pas une qualité innée réservée à quelques génies visionnaires. C'est une discipline, une pratique quotidienne, presque une forme d'ascèse intellectuelle. Tout individu peut apprendre à s'approcher d'une vision claire, à condition d'accepter un effort constant et une remise en question profonde. Greene définit plusieurs principes concrets qui permettent de corriger nos distorsions naturelles et d'entraîner notre regard à s'orienter vers la vérité. Le premier outil est inspiré de la philosophie de Descartes et des traditions sceptiques, apprendre à douter de ses propres certitudes. Greene constate que l'erreur la plus courante consiste à prendre ses impressions pour des faits. Nos émotions, nos désirs, nos préjugés donnent une couleur particulière à la réalité, mais nous oublions souvent cette subjectivité et croyons voir le monde tel qu'il est. Pratiquer le doute méthodique signifie interroger systématiquement nos convictions. Greene invite à se poser régulièrement des questions simples mais décisives. Sur quoi repose cette idée? Quel fait concret la confirme? Quelle preuve pourrait la contredire? En adoptant cette posture, nous découvrons que beaucoup de nos certitudes ne sont que des constructions fragiles. Le doute ne détruit pas la pensée, il la fortifie. Il nous oblige à vérifier, à comparer, à chercher des sources plus fiables. En ce sens, le doute est la première étape vers une perception plus objective. Greene insiste sur un réflexe courant. Nous avons tendance à interpréter immédiatement ce que nous voyons, sans laisser les faits s'exprimer d'eux-mêmes.
Par impatience, nous attribuons un sens à une situation avant d'avoir accumulé suffisamment d'informations. Pour corriger ce biais, il faut cultiver une attitude d'observation détachée. Cela implique de regarder, d'écouter, de noter, sans tirer tout de suite une conclusion. Les stratèges militaires et les grands scientifiques savent qu'une hypothèse trop rapide conduit souvent à l'échec. Mieux vaut accumuler des indices, attendre que des motifs apparaissent, et seulement ensuite formuler une interprétation. Green compare cette méthode à celle d'un peintre réaliste. Il observe longtemps son sujet, ses proportions, ses couleurs, avant de poser le pinceau. La patience de l'observation permet de voir ce que l'œil pressé néglige. Un autre principe fondamental est d'élargir son horizon temporel et culturel. Nous avons naturellement tendance à enfermer nos jugements dans le cadre étroit de notre expérience personnelle ou de notre époque. Pourtant, la lucidité naît souvent de la comparaison. L'histoire est un outil précieux pour cela. Green recommande d'étudier les cycles passés, les grandes erreurs répétées, les motifs récurrents. Par exemple, la lecture des effondrements d'empires ou des crises économiques aide à relativiser nos propres crises contemporaines. Nous comprenons qu'aucune situation n'est entièrement nouvelle. Tout événement s'inscrit dans un cycle plus vaste. De même, l'écoute attentive des expériences d'autrui élargit notre vision. Les témoignages, les récits, les disciplines différentes nous révèlent des angles morts que nous ne pouvions percevoir seuls. Cette diversité de perspectives nous rapproche d'une compréhension plus complète de la réalité. L'un des obstacles majeurs à la lucidité est l'emprise des émotions. Peur, colère, euphorie, désir, chacune de ces forces agit comme un filtre colorant qui altère notre perception. Green rappelle que les grands leaders ou penseurs qui ont su voir la réalité telle qu'elle est avaient en commun une maîtrise émotionnelle exceptionnelle. Cela ne signifie pas supprimer les émotions, elles font partie intégrante de notre humanité, mais apprendre à ne pas en être prisonnier. La pratique de la respiration consciente, de la méditation ou du simple recul réflexif peut aider à calmer les réactions immédiates. Lorsque l'esprit se stabilise, les faits apparaissent avec plus de netteté. C'est ce que Green appelle la lucidité détachée, un état d'esprit où l'on observe sans être submergé, où l'on analyse sans céder à la panique ni à l'enthousiasme aveugle. Enfin, Green considère que la capacité à reconnaître ses erreurs est la marque la plus sûre d'un esprit lucide. Ceux qui refusent d'admettre leurs fautes s'enferment dans une bulle d'illusion qui grossit jusqu'à éclater. À l'inverse, celui qui accepte humblement de revoir ses jugements construit une force intérieure. L'autocritique est une discipline difficile car elle heurte l'ego. Mais elle libère une énergie immense. Elle permet de corriger rapidement le tir, d'apprendre de chaque échec, et de progresser beaucoup plus vite que ceux qui persistent dans l'erreur. Green cite à ce propos l'exemple de Charles Darwin, qui consigna non seulement ses preuves en faveur de l'évolution, mais aussi tous les arguments qui pouvaient la contredire. Cette rigueur critique donna à sa théorie une solidité exceptionnelle. Ces stratégies ne garantissent pas une vision parfaite du réel, l'homme reste un être limité et partiellement aveugle. Mais elles permettent de réduire considérablement le poids des illusions et de s'approcher d'une lucidité rare. Green insiste, ce travail demande de la discipline, mais il procure un avantage immense, car il distingue celui qui voit du commun des mortels qui se bercent d'illusions. La prochaine étape de l'analyse consiste à illustrer ces principes par des exemples historiques concrets. Certains ont su voir avec une clarté visionnaire, tandis que d'autres se sont laissés piéger par leurs illusions. L'histoire offre ainsi une leçon vivante sur le prix de la lucidité et celui de l'aveuglement. Robert Greene, fidèle à sa méthode, ne se contente pas de donner des principes théoriques. Il illustre toujours ses lois par des figures historiques, car l'histoire est selon lui, un miroir puissant qui révèle nos forces et nos faiblesses. Le chapitre 17 met ainsi en lumière des personnages qui ont su voir le réel avec une lucidité rare, et d'autres, au contraire, qui se sont engloutis dans leurs illusions. Ces exemples montrent que la clairvoyance n'est pas seulement un atout personnel, mais une condition de survie, tandis que l'aveuglement mène presque toujours à la ruine. Charles Darwin incarne pour Green le modèle même de l'esprit lucide. Contrairement à ses contemporains qui cherchaient à briller par des théories rapides ou spectaculaires, Darwin passa des décennies à observer minutieusement la nature. Sa méthode reposait sur une règle simple, ne pas conclure avant que les faits ne soient irréfutables. Darwin notait aussi scrupuleusement les arguments qui contredisaient sa propre théorie, refusant de s'aveugler par orgueil. Cette discipline intellectuelle fit la solidité de sa pensée. Son livre L'origine des espèces bouleversa la science parce qu'il reposait sur une lucidité patiemment construite, affranchie des illusions dominantes. Darwin prouve que la clairvoyance exige patience, humilité et courage face à la vérité, même si elle est inconfortable. Lincoln est une autre figure que Green cite souvent. Pendant la guerre de sécession, il aurait pu céder à la haine et aux passions de l'époque. Pourtant, il conserva une vision claire. L'objectif n'était pas la destruction du Sud, mais la réconciliation d'une nation.
Cette lucidité, fondée sur l'acceptation des réalités douloureuses, la lenteur du processus, les sacrifices humains, la nécessité de compromis fit de Lincoln un dirigeant exceptionnel. Là où d'autres s'enfermaient dans l'illusion d'une victoire rapide ou totale, lui voyait l'horizon d'une paix durable. Sa clairvoyance transforma un conflit destructeur en projet de reconstruction nationale. Au XXe siècle, George Orwell incarne l'écrivain clairvoyant qui perçoit les illusions collectives avant les autres. Dans 1984 et La ferme des animaux, il dénonça les dérives totalitaires alors que beaucoup d'intellectuels de son époque continuaient à croire aux promesses utopiques des régimes autoritaires. Son génie fut de voir derrière les discours idéologiques la mécanique de manipulation, de propagande et de domination. Orwell incarne l'esprit libre qui refuse de se laisser hypnotiser par les illusions collectives. Son œuvre reste d'une actualité brûlante, car elle nous rappelle combien l'aveuglement volontaire face aux abus de pouvoir peut être destructeur. Napoléon Bonaparte illustre le danger de l'ego aveuglant. Après avoir remporté de brillantes victoires en Europe, il s'est cru invincible. Cette illusion de toute-puissance le poussa à entreprendre la campagne de Russie en 1812, malgré les avertissements de ses généraux et l'évidence des risques logistiques. Incapable de voir la réalité, un hiver rigoureux, un territoire immense, une armée épuisée, Napoléon lança ses troupes dans une catastrophe annoncée. La défaite fut écrasante et marqua le début de sa chute. Ici, l'illusion n'était pas le manque d'intelligence, mais l'incapacité à reconnaître les limites de son pouvoir. Richard Nixon, président des États-Unis de 1969 à 1974, représente un autre type d'aveuglement, la paranoïa. En apparence discipliné et froid, Nixon nourrissait un ressentiment ancien, une méfiance obsessionnelle envers les élites et les médias. Cette illusion intérieure, celle d'être constamment attaqué, le conduisit à commettre des abus de pouvoir, écoute illégale, manipulation politique, surveillance de ses adversaires. Le scandale du Watergate révéla cette dérive. Nixon ne tomba pas à cause de ses ennemis, mais à cause de sa propre incapacité à distinguer entre menaces réelles et menaces imaginaires. Un autre exemple frappant est celui des crises financières. En 1929 comme en 2008, les spéculateurs et les banques furent aveuglés par leur avidité. Ils croyaient que la croissance serait infinie, que les prix ne cesseraient jamais de monter. Cette illusion collective fut entretenue par des institutions entières, agences de notation, gouvernements, marchés. Tout le monde refusait de voir les signes pourtant évidents d'une bulle spéculative. Lorsque la réalité éclata, l'illusion se transforma en effondrement économique mondial. Green insiste, l'illusion partagée est encore plus dangereuse que l'illusion individuelle, car elle crée une force d'inertie qui empêche tout correctif. Celui qui ose dire la vérité est rejeté, ridiculisé ou marginalisé jusqu'au jour où la réalité s'impose brutalement. Ces exemples montrent que la lucidité est une ressource rare mais décisive. Elle ne garantit pas toujours la victoire, mais elle évite les catastrophes. L'illusion, au contraire, conduit inévitablement à la chute, même lorsqu'elle est partagée par des foules entières ou des empires puissants. Après ces illustrations historiques, il reste à s'interroger sur la portée plus large de cette loi. Quelle est son actualité pour nous aujourd'hui? Quelle dimension existentielle ou collective peut-on en tirer à l'ère des réseaux sociaux, des fake news et de la post-vérité? C'est ce que Green explore dans la dernière partie de ce chapitre. L'un des points les plus intéressants du chapitre 17 est que Robert Greene ne réduit pas sa réflexion à des leçons historiques ou stratégiques. Il souligne la dimension universelle et existentielle de la lucidité. Voir les choses telles qu'elles sont n'est pas seulement une compétence utile pour diriger ou investir, c'est une manière d'être au monde, une posture intérieure qui peut transformer notre rapport à la vie. À titre individuel, Greene insiste sur l'idée que grandir, c'est apprendre à voir sans filtre. L'enfant vit d'illusions et de désirs immédiats, l'adulte mûr accepte que le monde soit complexe, parfois cruel, mais qu'il ne sert à rien de le maquiller. La lucidité, au sens existentiel, signifie accueillir le réel tel qu'il se présente avec ses beautés et ses horreurs. Cela ne veut pas dire sombrer dans le cynisme, mais au contraire développer une force intérieure. Celui qui accepte les épreuves de l'existence sans se bercer d'illusions développe une résilience profonde. Greene rejoint ici des traditions philosophiques comme le stoïcisme, qui prônait l'acceptation du réel, ou le bouddhisme, qui invite à voir la vie sans attachement ni aveuglement. Dans les deux cas, l'objectif est le même, la liberté intérieure par la vérité. À l'échelle collective, la réflexion de Greene prend une résonance particulière à l'ère numérique. Nous vivons dans un monde saturé de récits biaisés, fake news, propagande politique, bulles médiatiques, manipulation publicitaire. L'illusion n'a jamais été aussi accessible, aussi séduisante, aussi virale. Les réseaux sociaux favorisent le court-termisme et l'émotion immédiate. Chaque jour, des millions d'individus réagissent à chaud à des images ou des slogans, sans recul ni vérification. Ce mécanisme amplifie les erreurs de jugement et alimente les divisions.
Dans ce contexte, la loi de Green devient un appel à la vigilance critique. Voir les choses telles qu'elles sont suppose de développer des outils intellectuels pour vérifier les sources, confronter les opinions, relativiser les discours séduisants. La clairvoyance n'est plus seulement un luxe, elle est une compétence de survie dans la société de l'information. Enfin, Green propose une leçon plus vaste, apprendre à relativiser l'instant. Trop souvent, nous donnons une importance démesurée à ce qui se passe aujourd'hui, oubliant que le temps transforme tout. Les passions, les colères, les crises du moment paraissent absolues, mais vues sur une échelle de 10 ans, elles deviennent presque insignifiantes. Celui qui sait relativiser l'instant trouve une sérénité rare. Il n'est plus esclave des émotions passagères. Il peut agir avec prudence, patience et cohérence. Green rejoint ici l'idée que la lucidité est une forme de sagesse intemporelle, valable pour toutes les époques. La capacité à voir les choses telles qu'elles sont, sans dramatisation ni illusion, ouvre un espace de liberté intérieure. On n'est plus prisonnier de ses désirs ni de ses peurs. On devient capable de diriger sa vie avec clarté et équilibre. L'exploration du chapitre 17 de Les lois de la nature humaine met en lumière un enseignement essentiel. L'illusion est naturelle, mais la lucidité est un choix. L'homme est spontanément porté à se tromper, à projeter ses désirs et ses peurs sur le monde. Mais il peut, par discipline et par courage, apprendre à corriger ses biais. Nous avons vu que l'aveuglement provient de désirs, de préjugés, de l'ego et du court-termisme. Qu'il entraîne des conséquences personnelles, collectives et psychologiques parfois dramatiques. Qu'il peut être combattu par des stratégies de doute, d'observation, de maîtrise émotionnelle et d'élargissement de perspective. Que l'histoire nous offre des exemples éclatants de clairvoyance, Darwin, Lincoln, Orwell, et d'aveuglement aussi à titre d'exemple, Napoléon, Nixon, les spéculateurs. Enfin, que cette loi a une portée existentielle et contemporaine. Elle nous appelle à une vigilance personnelle et collective face aux illusions modernes. On peut apprendre à voir les choses telles qu'elles sont en disciplinant son regard, en acceptant l'inconfort de la vérité, et en cultivant une vision élargie et patiente. Dans un monde dominé par la vitesse, l'image et la manipulation, la véritable puissance n'est plus seulement militaire ou économique, c'est la puissance de perception. Celui qui voit clair, là où les autres s'aveuglent, détient un avantage décisif. La loi de Green est donc plus actuelle que jamais. La lucidité n'est pas un fardeau, mais la condition même de la liberté.